Aïe aïe aïe. Et ce jingle, il m'a mis plus de churros dans le ventre que Sergio Pérez après sa victoire au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bienvenue sur le format podcast de Infobon. Ouais, il y avait le format article, maintenant c'est le format podcast. J'ai eu la même augmentation que les profs grâce à Papendiaï. Je me lâche quoi. J'ai 500 € d'augmentation, je mets tout dans le podcast quoi. Allez, on attaque tout de suite avec Miami. Qui nous a offert ce week-end franchement une belle vitrine pour l'écologie avec probablement un déplacement de la NUPES pour un petit meeting pour en parler dans très peu de temps. Sur un Grand Prix, il faut le dire, on était quand même sur de l'Azerbaïdjan, on était assez soporifique, hein, on a quand même tapé de grosses siestes. Là, Miami, vraiment, j'ai eu le temps de faire la couture, la vaisselle, la totale. Bon, on s'est fait chier, en plus, pas trop de surprise, hein. Max, il a manqué de respect à tout le Mexique. C'est-à-dire que là, le PIB du Mexique, en fait, tu comprends qu'il fait même pas un dixième de celui de la Hollande, quoi. Donc, merci Max de nous rappeler que tu pèses dans le game, quoi. Et pourtant, le doute était permis, puisque Max Verstappen ne s'était qualifié que 9e sur la grille, suite à des qualifications quelque peu loupées. Alors écourté surtout, hein, puisque lors de sa première tentative, il va se louper sur un freinage. Et sur la deuxième tentative, elle n'aura pas lieu, puisque notre Charles Leclerc national, déjà que Ferrari est au firmament, a envoyé sa voiture en plein dans le décor pour aller taper le mur, en essayant de forcer, faut le dire. Là, il a fait le forceur quand même. Leclerc, il était un peu en retard sur tout le week-end. Après un week-end, un gros week-end en Azerbaïdjan, où clairement il a affiché tout l'étendue de son talent, hein, puisqu'il a fait 2 pole positions, il allait chercher une deuxième et une troisième place, aller chercher une deuxième contre des Red Bull, c'était solide. Là, il s'est retrouvé quand même un peu en retrait par rapport à Sainz à Miami, et puis voilà, sur sa qualification, il a voulu forcer, puisqu'il s'était loupé sur son premier tour lui aussi, et donc sur son deuxième tour lancé, il allait taper le mur. Verstappen, lui, du coup, n'a pas pu terminer cette session-là et il s'est retrouvé, malheureusement, à la 9e place. Ça nous a donné une grille très atypique d'ailleurs, puisqu'on s'est quand même retrouvé avec Magnussen 4e. Donc là, déjà qu'il y a Günther Steiner qui est à l'effigie de Netflix et qui en plus sort un livre. Si en plus Magnussen il commence à taper des podiums, on s'en sort plus, quoi. Heureusement, tout est assez vite rentré dans l'ordre, hein. On a eu un départ très très calme à Miami, pour pas dire vraiment très studieux. On sent que il y a eu beaucoup de circuits en ville et que maintenant que les circuits en ville sont assez nombreux dans le calendrier, j'ai l'impression quand même que les pilotes sont un peu plus affûtés, plus alertes en tout cas, et il y a beaucoup moins d'erreurs. Je sais pas si ça joue, mais j'ai l'impression en tout cas que ça joue pas mal sur la manière dont les pilotes abordent les week-ends de course en tout cas. Le principal intérêt, hein, de ce Grand Prix, hein, c'est finalement les stratégies pneumatiques. La stratégie qui a été inverse entre Verstappen et Perez. Quand Perez s'est orienté sur un départ en médium, puis un arrêt en hard, donc les médiums pour avoir plus d'adhérence au départ et s'assurer d'être premier à la sortie du premier virage, lui, Verstappen, a opté pour une stratégie en hard, donc englué dans le peloton pour s'en sortir, remonter, aller plus loin du coup avec sa gomme de hard et finir avec des médiums plus rapides. Stratégie qui s'est avérée vraiment meilleure, parce qu'en fait le différentiel avec les hard était énorme. Les hard en fait ont une une longévité assez énorme. Et puis faut dire ce qui est. Enfin, Max Verstappen a affiché un rythme bien supérieur à Sergio Pérez pendant le week-end. Il aurait dû assez largement, de toute façon, je pense, faire la pole position avec 3-4 dixièmes d'avance, ce qu'il avait en fait d'avantage sur Sergio Pérez en globalité, hein, sur le week-end. Donc en fait, finalement, ce petit contretemps des qualifications, il l'a vite rectifié en ayant un rythme quand même assez supérieur aux Mexicains. On l'a vu, il a tenu, il y avait globalement un écart de 18 secondes entre les deux, puisque Sergio Pérez est rentré au stand donc en premier. Et puis très rapidement, on a compris qu'en fait, même avec les pneus frais, hard, Sergio Pérez n'avait pas un avantage monstrueux sur Verstappen. Et Verstappen a maintenu cet écart, donc de 16-17 secondes, alors que derrière, on savait qu'il avait des gommes tendres. Et quand il est rentré avec des tendres à 15 tours de la fin, le jeu était déjà plié, hein. On savait que Sergio Pérez, avec 30 tours dans les pneus, ne pourrait rien faire. Je pense qu'avec des gommes médium pour Verstappen.
Donc un semblant de suspense, mais pas grand-chose. Au final, une stratégie quand même assez claire. Là, c'est la stratégie qui a fait la différence. Peut-être que finalement, cette erreur de qualification a avantagé Max Verstappen parce que Max Verstappen n'aurait pas fait cette stratégie s'il était parti en pole position ou second sur la grille. Ça, c'est quasiment sûr. Après, à la régulière, le niveau de rythme entre les deux, de toute façon, change rien, quoi. Il y a quand même des choses hyper intéressantes qui se sont passées sur le Grand Prix, un peu en sous-marin. On a regardé le Grand Prix sur F1 TV Pro, pour les professionnels abonnés, si tu vois ce que je veux dire. T'as payé ton abonnement, donc t'es un peu pro F1, t'as le droit au PRO en haut à droite pour te la péter. Donc voilà, on a regardé là-dessus, et donc cette retransmission, elle se fait en anglais. C'est les commentaires qui sont sur Sky Sports. Et à un moment, un commentateur de Sky Sports dit quelque chose de très intéressant. Alors j'ai pas encore vérifié, mais je vais regarder. Apparemment, sur la radio de Sergio Pérez, il n'y a pas de retour, en fait, sur la situation de Verstappen derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à aucun moment, il y a l'écart qui est donné avec Verstappen, la situation de la remontée de Verstappen, la durée des pneus de vie de Verstappen, vers quelle arrêt il va s'arrêter. Pendant que, à l'opposé, sur la radio de Max Verstappen, ça n'arrête pas en hollandais. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'alerter justement de la position de Sergio Pérez, du rythme de Sergio Pérez. Donc là, il y a... On va quand même pas faire un complot maintenant, les mecs. Mais bon, à mon avis, si Verstappen n'est pas un reptilien, je pense qu'il y a un problème. Non, je pense que là, on peut se dire qu'il y a quand même une suspicion de quelque chose. Je sais pas, en tout cas, c'est assez dérangeant qu'on donne pas toutes les informations nécessaires à un pilote de course pour se confronter à l'autre. Après, on pinaille à la régulière. De toute façon, sur ce Grand Prix, il n'y a pas photo. Max a été impérial, autant sur les dépassements que sur sa gestion pneumatique, que sur son rythme de course. Donc, quoi qu'il arrive, il aurait gagné. Je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus, quoi. Derrière, il reprend 14 points sur Sergio. On aura cru à un petit duel quelque temps. Sergio a allumé la mèche, la flamme, comme on dit. Mais il vient de se faire éteindre, quoi. Bon, il y a une autre flamèche qui s'est éteinte ce week-end. C'est Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari, qui a connu un week-end très compliqué à Miami. Déjà, un week-end compliqué, ça se dessine parce que Charles était clairement un peu plus en deçà que Carlos Sainz. Alors, Carlito, avec tout le respect que j'ai pour toi, te quiero, mi amor, tu sais que l'amor que tu es mi es el mío, mais ouais, tu restes un numéro 2. Et donc, on attend quand même Charles devant, ou au moins au même niveau, ce qui n'était pas le cas là ce week-end. Ce qui a conduit d'ailleurs Charles à s'envoyer dans le mur en qualif, énervé de savoir qu'il allait être placé probablement sur la grille derrière son coéquipier. On peut le comprendre. Donc forcément déjà 3 et 7 sur la grille, alors que c'est la force de Ferrari d'être bien qualifié, c'est un peu plus compliqué. Derrière un premier run, un départ correct, et puis un premier run de Charles Leclerc, déjà un peu compliqué, parce qu'en fait il est en train de se batailler avec Kevin Magnussen chez Haas. Il n'y a que Günther Steiner qui devait s'extasier avec des pop-corn qui étaient en larmes de joie. Nous, c'était d'autres larmes, clairement, quand on voit ça. Donc Charles coincé derrière Kevin Magnussen, il le double, il se redouble, ça y est, ils se font un petit dîner, ils sont copains comme cochons, sauf que c'est pas ta place, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc forcément, le premier relais a été sabordé par cette bataille et par cette problématique à effacer la Haas. De l'autre côté, par contre, Carlos Sainz, il nous a offert un premier relais hyper intéressant sur les médiums, où il est venu titiller Fernando Alonso, lui mettant la pression sur cette seconde place. Et puis derrière, comme d'habitude, là, l'effondrement, quoi. Derrière, sur le passage en pneu dur pour les deux, aucun rythme, un effondrement et puis une dégradation pneumatique énorme qui va conduire Carlos Sainz à se faire déposer par Alonso, puis par Russell, et puis Leclerc, il sera même doublé par Hamilton, qui est parti quand même 13e. Donc aujourd'hui, la Ferrari, elle a pas de rythme sur les durs, et en plus, elle a une dégradation pneumatique énorme. Après, c'est vrai qu'il y a un lien de corrélation. Aujourd'hui, la Ferrari, elle se qualifie en haute grille, elle est très performante en qualification, elle vient même titiller les Red Bull,
parce qu'elle amène probablement beaucoup de température dans ses pneus sur un tour, très rapidement, ce qui lui permet d'extraire beaucoup de performance. Mais derrière, forcément, elle n'arrive pas visiblement à gérer cette température de pneu, et cette température sur une course, elle crée une usure excessive, une dégradation excessive de ses pneus. Et on le voit, c'est très compliqué à gérer. En fin de relais, ils sont en perdition, quoi. Et surtout sur ces gommes dures, visiblement, qui sont vraiment une grosse problématique pour Ferrari. Bon, il y a quand même des lueurs d'espoir, parce que Ferrari, ça reste quand même pour moi la voiture avec le plus haut potentiel. Je pense par rapport au début de saison, dans les virages moyens, assez rapides. Je pense à la conception de la voiture, je pense à l'équipe derrière. Pour moi, des trois, normalement, c'est celle qui peut le mieux s'en sortir par rapport aux évolutions qu'elle pourrait amener. Sachant que, pour moi, la gestion de la dégradation des pneumatiques, je la mets pas sur le même niveau que des problèmes qui sont beaucoup plus conséquentes. Je pense par exemple à la puissance moteur, je pense au freinage. Alors freinage, par exemple, c'est une voiture a des problèmes de freinage en début de saison. Ça va être une catastrophe qui va se trimballer en fait tout au long de la saison. Ce serait compliqué à régler. La gestion des pneumatiques, c'est quelque chose de très sensible, mais sur lequel on peut jouer, on peut trouver une solution d'ici à la mi-saison. Et ça peut tout changer. Ça peut tout changer pour la Scuderia, parce qu'elle peut exploiter la pleine puissance de sa voiture sur une course. Voilà, elle ira pas chercher les Red Bull, je pense, mais déjà passer le cap et s'imposer comme seconde écurie. Voilà, après la grande force, je dirais, de la Scuderia pour l'instant, c'est qu'elle a amené aucune évolution. Donc là, on a vraiment la voiture telle qu'elle depuis 2023, avec des évolutions mineures dessus et beaucoup de réglages. Mais à Imola, on revient en Europe, donc là, il va y avoir un paquet d'évolutions pour tout le monde, et on va attendre de Ferrari qu'ils amènent cette évolution qui va lui permettre de mieux gérer cette dégradation pneumatique, en tout cas qui, pour moi, est la priorité de la Scuderia, afin qu'elle revienne dans cette partie sur ce championnat constructeur, cette seconde place qui normalement lui est dédiée par rapport au concept et par rapport à son rythme d'origine. Bon, puisqu'on aborde un peu les sujets épineux, on va devoir parler de la prestation de McLaren ce week-end. McLaren sensationnel, qui nous offre une 17e et 19e place à l'arrivée, ça c'est quand même joli. Donc voilà, c'est catastrophique. Hein. Donc les deux McLaren qui étaient en train de se battre avec Logan Sargent. Logan Sargent, c'est un Américain tout jeune, il vient d'arriver en F1, il joue à Mario Kart. Tout ce qu'on lui demande, c'est de rallier l'arrivée. Hein. Il est chez Williams, donc tranquille, pas de pression. Voilà, t'as les McLaren qui sont en train de se battre avec lui, histoire de pas terminer quand même 20e, ce qui serait quand même la lose. Hein. Dernier, c'est la safety car après, donc c'est un peu dur pour le mental. Un mental d'ailleurs qu'on a retrouvé sur l'interview complètement lunaire de Lando Norris après la course. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il a pensé de la course, qui nous dit j'ai pas trouvé les bons réglages, c'était juste pas notre course, on va passer à autre chose. Non, là non, parce que là Lando, déjà t'es chez McLaren. McLaren c'est Senna, je sais pas si tu te rappelles quand même. Puis vous étiez en train de vous battre pour la 3e, 4e place constructeur. Lando, tu nous as fait rêver, tu nous as offert des podiums quand même, c'est incroyable. Et là vous êtes dans le néant en fait, dans le néant. Alors j'ai regardé en plus au championnat constructeur, c'est incroyable. McLaren aujourd'hui 14 points. Donc ils sont à égalité de points avec Alpine, sauf que les week-ends s'enchaînent en catastrophe pour McLaren, et que ces 14 points, ils sont venus les gratter en Australie lors du carnage du restart où tout le monde s'est rentré dedans, y compris Alpine. Eux, ils sont passés entre les gouttes, et c'est là où sont leurs 14 points. Mais tous les week-ends sont catastrophiques pour McLaren. Systématiquement, ils sont hors des points. C'est extrêmement rare qu'ils viennent même titiller les 10 premiers. Donc là, aujourd'hui, les McLaren sont vraiment dans le dur. On le savait, McLaren a loupé le virage de la conception de leur voiture 2022. Ça s'est prolongé en 2023 parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution en début d'année. On a vu que c'était une voiture très en deçà des attentes qui est sortie pendant les essais privés. Mais là c'est très problématique parce que alors, quand on voit l'interview de Lando Norris, on a l'impression qu'il est sous Prozac, qui bave à moitié. Et il a fait le deuil de toute la saison, quoi. Et il est en train de t'expliquer, je vais trouver les réglages. Ça marche pas comme ça. Il va falloir trouver une solution chez McLaren pour essayer de remonter la pente, parce que même cette 6e place, en fait,
ça va être très très compliqué à aller chercher. Aujourd'hui, ils ont 14 points parce qu'ils ont eu des circonstances de course de début de saison, mais là, ils sont nulle part. Après, McLaren, ils sont en train de faire quand même un grand ménage en interne. Ils sont en train de se restructurer en interne. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées chez des ingénieurs. Et on cherche en fait à établir en fait une base un peu plus solide de structure chez McLaren parce que là, il y a un problème structurel interne, on va dire. Alors, il y aura peut-être une lueur d'espoir. En tout cas, l'objectif de McLaren pour cette fin de saison, c'est clairement d'essayer d'attraper cette 6e place qui me paraît pour moi actuellement presque un miracle, hein, parce que là c'est très compliqué. Bon, il y a un dernier petit point que je veux aborder, hein, c'est je vais laisser tranquille jusque-là le petit jeune là, avec sa petite mèche tout mignon et tout, là, qui va à la boule. Et ben c'est Nyck de Vries chez AlphaTauri qui pour l'instant nous a décroché donc une 18e place à Miami et qui malheureusement depuis le début de saison a cumulé les erreurs, a rentré dans le mur. C'est lui en Azerbaïdjan qui part tout seul à la faute, hein, c'est le seul à être parti à la faute, tout le monde est resté. Des week-ends très compliqués qui s'enchaînent pour le jeune débutant, qui a oublié qu'il était débutant parce que du coup, comme il a fait un Grand Prix l'année dernière, il s'est un peu chauffé sur Netflix. Il nous a dit, je vais à Harakiri, je vais couper en deux Yuki Tsunoda, tac tac. Calme-toi du coup, parce que là, le début de saison, il est mauvais. Il est raté pour l'instant, hein, même si t'es débutant. Trop d'accidents, un défaut de rythme. Puis là, il commence même à nous faire le syndrome Schumacher, c'est-à-dire le syndrome Schumacher de l'année dernière, c'est t'as percuté trop de fois le mur, du coup il y a une perte de confiance. Et là, il a essayé juste de rallier l'arrivée à Miami, parce que pendant qu'il était 18e en train de se battre avec les McLaren et Logan Sargent, son coéquipier était à la porte des points. Il a terminé 11e, Yuki Tsunoda, avec quand même un beau Grand Prix et de beaux dépassements. Donc voilà, là, le Nyck de Vries va falloir se reprendre. Alors c'est un rookie, donc jeune débutant, on peut lui laisser jusqu'à la mi-saison. Passer la mi-saison, je pense que l'écurie va lui mettre une grosse pression, et de toute façon la pression va commencer à augmenter là, si ses performances ne s'améliorent pas et s'il continue à avoir des accidents réguliers. Voilà, c'était mon tout premier podcast. Ça y est, c'est arrivé. C'est la fiesta. Je vais aller fêter ça avec 4 bouteilles de champagne, éclater tout mon PEL. Non, ça m'a fait plaisir. Et puis, on se revoit donc pour le Grand Prix d'Imola. Le Grand Prix d'Imola, donc les choses à regarder, hein, à surveiller, c'est évidemment les évolutions qui vont être apportées sur l'ensemble des monoplaces. Ça peut créer un petit différentiel. Pas énorme, hein, faut pas se mentir, Red Bull sera toujours vainqueur, Verstappen aussi. Mais cette bataille de la seconde place entre Aston Martin, Mercedes et Ferrari, elle peut être redistribuée par rapport à ces évolutions qui vont être amenées à Imola, puisqu'on arrive sur un circuit en Europe, donc c'est toujours en Europe généralement qu'on a les plus grosses évolutions qui arrivent, puisque les écuries sont en Grande-Bretagne en grande partie. Pour Ferrari, ils sont à Maranello. Voilà, je vous souhaite un bon prochain Grand Prix à Imola, et avec enfin bon bien sûr.